Excellencies, Excellences, Monsieur le Secrétaire exécutif, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à toutes et tous une chaleureuse bienvenue à cette table ronde sur l'Union européenne et l'OTIS, la coopération en action. Je suis Elena Thomas, je suis première conseillère à la délégation de l'Union européenne auprès des organisations internationales à Vienne. Et j'ai le plaisir et le privilège d'animer cette table ronde. Vous le savez, promouvoir l'universalisation et l'entrée en vigueur du TIS est une des principales priorités de l'Union européenne, conformément à ses politiques et objectifs en matière de non-prolifération et de désarmement. L'Union européenne soutient le TIS et son organisation sur le plan politique et financier. Dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, l'Union a versé des contributions volontaires à l'OTIS afin de renforcer ses capacités de surveillance et de vérification. Aujourd'hui, avec l'aide de nos éminents invités, nous aurons la possibilité de vous présenter des exemples très concrets de ce que l'Union européenne fait concrètement pour aider le TIS et en coopération avec l'organisation. Au cours de l'heure à venir, l'ambassadeur Cortese, M. Lebray, Mme Tchele, Mme Retno-Assi et M. Lopez vont nous faire part de leur expérience personnelle de l'OTIS. Ils vont particulièrement nous parler de la manière dont l'Union européenne aide l'OTIS et la manière dont cette aide a pu leur bénéficier à eux, à leur pays, à l'organisation et plus généralement à la non-prolifération et au désarmement. Avant d'ouvrir cette table ronde, je voudrais inviter le chef de la délégation de l'Union européenne auprès des organisations internationales à Vienne, M. l'ambassadeur Stefan Clement, à nous dire quelques mots d'introduction. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Thank you very much. Merci infiniment. Bonjour de nouveau à tous, mesdames et messieurs. De grands remerciements à vous tous d'être ici, et en particulier au secrétaire exécutif, monsieur Robert Floyd, et bien sûr à tous les intervenants distingués qui sont parmi nous aujourd'hui. Je commencerai d'emblée par mettre en exergue la valeur qu'octroie l'Union européenne aux travaux de l'OTIS dans le cadre du désarmement et de la non-prolifération, mais également s'agissant des applications civiles et scientifiques. Vous le savez, l'Union européenne a toujours été un fervent défenseur du TIS et de l'OTIS, sur le plan financier et politique, en particulier en ces temps troublés où le multilatéralisme est sous tension et où les règles internationales sont mises à mal et gravement violées. Le TIS est un armement important de l'architecture de désarmement et de non-prolifération, ce qui contribue à notre sécurité collective. Par conséquent, promouvoir l'universalisation du TIS et son entrée en vigueur est un impératif politique pour l'Union européenne, un bon exemple de nos efforts continus afin de renforcer le système axé sur les règles. Tous les États membres de l'Union européenne ont ratifié le traité. Nous exhortons les autres, en particulier les États restants à l'annexe 2, à, sans précondition, signer et ratifier ce traité. Mais bien sûr, dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité, nous attendons de tous les États de respecter le moratoire sur les essais nucléaires et les explosions expérimentales d'armes nucléaires, de s'abstenir de toute action qui irait à l'encontre des buts et du propos du traité. Aujourd'hui, je me concentrerai sur l'Union européenne, sa position s'agissant de l'entrée en vigueur du traité et de sa contribution en particulier au développement du système de vérification internationale et aux activités de renforcement des capacités de l'OTIS. Bien sûr, si le but ultime de l'entrée en vigueur du traité n'a pas encore été atteint, l'OTIS a fourni un système de vérification de pointe pour la détection des explosions nucléaires, ce qu'aucun pays seul n'aurait pu atteindre. Le fait que le système de surveillance internationale est prêt d'être achevé est un fait très positif. Pour utiliser au mieux notre réalisation collective, l'Union européenne profite pleinement des applications civiles et scientifiques des données SSI et appuie le renforcement des capacités pour les pays en développement.
s'agissant de l'alerte aux catastrophes, au changement climatique, aux tsunamis. La participation des scientifiques dans le développement de ce système tout à fait unique a été impressionnante. 50% des stations SSI et 32% des laboratoires de radionucléides se trouvent dans les États membres de l'Union européenne. Les activités scientifiques et technologiques menées par l'organisation et plus largement la coopération avec la communauté scientifique sont essentielles pour arriver à l'universalisation du TIS, pour renforcer le système de vérification et pour permettre aux États membres de tirer pleinement profit des applications civiles et scientifiques des données de vérification. Voilà, pour toutes ces raisons, l'Union européenne a appuyé le TIS depuis le début. Nous continuerons de le faire. C'est pratiquement fait de manière différente. Contribution des États membres de l'Union européenne à l'OTIS. 40% du budget total de l'organisation. Depuis 2006, l'Union européenne a fourni près de 20 millions d'euros en tant que fonds volontaire à l'OTIS. Cela se fait par le biais de 8 décisions de l'Union européenne bien ciblées à l'appui de l'OTIS depuis 2006 jusqu'en 2018. Avant la fin de cette année, nous prévoyons l'adoption d'une décision, la numéro 9 du Conseil, pour davantage de contributions à l'OTIS. Par le biais de ces contributions volontaires, l'Union européenne appuie différentes activités pour renforcer les activités de vérification. Je vais vous donner quelques exemples. Le maintien à niveau de 35 stations auxiliaires qui font partie du SSI, le développement du système d'échantillonnage des gaz rares, pour le radioxénon notamment, la poursuite des mesures du fonds de radionucléides. Nous appuyons également le programme d'experts techniques. Et cela vise à maximiser la participation des pays en développement à la commission préparatoire, mais également à renforcer les connaissances de l'OTIS s'agissant des activités de vérification par le biais de ces connaissances d'experts. L'évolution scientifique, s'agissant des outils de modélisation du transport, le développement de nouveaux logiciels pour le NDC InnoBox, outil précieux pour le renforcement des capacités qui permet à tous les CND d'évaluer les produits du CID. Renforcement des processus de gaz rares dans le cadre des inspections sur place, renforcement des processus automatiques et des capacités s'agissant des systèmes infrasons, hydroacoustiques et sismologiques. Dernier fait mais non des moindres, nous appuyons fermement le groupe des jeunes de l'OTIS, créé pour promouvoir le TIS auprès des jeunes, mieux les sensibiliser et puis sensibiliser au fait qu'il faut mettre un terme aux essais nucléaires. Nous avons octroyé de nombreux fonds pour financer l'Académie des jeunes visant à renforcer les compétences en matière de réseaux sociaux de ces jeunes. Alors, permettez-moi de conclure, mesdames et messieurs, en exprimant notre appréciation à la communauté scientifique pour sa contribution importante aux efforts de promotion du TIS et de son entrée en vigueur. Il est important de renforcer notre coopération en synergie et en ce qui me concerne, je peux vous assurer que nous continuerons au sein de l'Union européenne à appuyer ces projets. Merci infiniment. Thank you very much. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur Clément, pour ce message très fort d'appui à l'OTIS. Comme vous l'avez dit, l'Union européenne a appuyé l'OTIS depuis son début et continuera de le faire. Les manières pratiques d'arriver à ce soutien sont manifestes et nous allons en débattre avec nos intervenants. J'aimerais tout d'abord donner la parole à Monsieur l'ambassadeur Alessandro Cortese, qui est actuellement le représentant permanent de l'Italie près des organisations internationales à Vienne. Monsieur l'ambassadeur Cortese est un diplomate chevronné qui a fait partie des affaires étrangères italiennes pendant longtemps. Il a eu plusieurs postes. Il a été directeur général adjoint pour les affaires politiques, directeur principal pour la sécurité au ministère des Affaires étrangères, chef du département de la presse, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et représentant permanent de l'Italie au Conseil économique et politique de l'Union européenne.
En tant que coordinateur de la conférence convoquée au titre de l'article 14, son rôle a été crucial pour faire progresser les efforts visant l'entrée en vigueur du TIS. Et par ses propres mots, Monsieur Cortese, vous avez la parole. Merci, merci infiniment pour cette présentation bien trop aimable. Mais bon, malheureusement, ce que vous avez dit est vrai. Cher secrétaire exécutif, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est réellement un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de mettre en exergue un petit peu l'importance du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et également du rôle des États membres et de l'Union européenne au sein de l'OTIS. Merci de cette invitation qui m'a été prodiguée. D'emblée, je dirais que j'ai écouté très attentivement la séance d'ouverture de ce matin, tous les discours et également tout ce qui était dit lors de la table ronde, y compris celui sur la francophonie. Donc, une bonne chose, c'est que je ne vais rien dire de révolutionnaire, de bien nouveau. Ce que je vais tenter de faire, c'est de placer l'OTIS dans la perspective italienne, si je puis dire. Alors, d'une part, l'Italie est un État parti à l'OTIS, mais nous sommes un contributeur fier de l'Union européenne et fondateur de l'Union européenne. Et il y avait 6 États membres lorsqu'a été lancée la communauté européenne. Maintenant, nous sommes 27. Nous étions 28, mais malheureusement, puisque le Tour de France roule actuellement, alors il y a un peloton qui peut-être, je dirais, est allé trop vite. Bon, plaisanterie mise à part, je dois dire que dans l'environnement actuel, où la sécurité est un enjeu, bon, il y a plusieurs questions à aborder, préoccupantes certes. J'ai maintes fois déclaré dans les réunions de l'OTIS ce qui suit. L'OTIS, ouvert à signature depuis 25 ans, reste la pierre angulaire de l'architecture internationale en matière de non-prolifération et de désarmement. Et cela est encore plus important étant donné la situation actuelle dans laquelle nous nous retrouvons. La légitimité, l'importance pour notre sécurité collective réside, vous le savez, sur la résolution 2310 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et tous les ans, nous rappelons l'importance du traité par le biais d'une résolution de l'Assemblée générale. Ce n'est pas une question mineure, cela se fait tous les 2 ans, et toute la communauté internationale se rassemble, adopte une résolution à l'Assemblée générale pour rappeler l'importance de ce traité pour nous tous. Par conséquent, je dois réitérer l'importance pour mon pays de ce régime de vérification, de ce traité, mais également, je veux souligner notre appui à sa mise en œuvre. Arriver aux objectifs de ce traité, le rendre contraignant, voilà la priorité pour l'Italie. Bien sûr, il va sans dire que c'est un objectif bien ambitieux. En fait, comme nous le savons tous, l'entrée en vigueur du traité est soumise à la ratification de tous les États figurant l'annexe 2. Aujourd'hui, 8 de ces États doivent encore prendre cette mesure et bien sûr l'Italie espère et œuvre pour que cela se fasse le plus rapidement possible. Bonne nouvelle qui a été rappelée ce matin par le secrétaire exécutif. Un moratoire général sur les essais nucléaires est un moratoire de fait. Et ce matin, il a été rappelé qu'avant le traité, il y avait plus de 2000 essais nucléaires, mais qu'après le traité, lors de ce siècle, il n'y en a eu qu'un. Et nous savons qui l'a mené à bien. Un seul, mais bon, c'est un grand changement. Et cela doit être mis en exergue.
C'est un résultat vraiment impressionnant. Il va sans dire que ce n'est qu'en arrivant à une norme reconnue à l'international que nous arriverons à mettre un terme à la prolifération. Et pour atteindre cet objectif, nous devons renouveler notre engagement. Et voilà pourquoi le traité prévoit à l'article 14 l'organisation tous les 2 ans d'une conférence ministérielle à New York pendant l'Assemblée générale, coprésidée par 2 États ratifiants. Et voilà pourquoi je suis ici. Car l'Italie, avec l'Afrique du Sud, sont les coprésidents actuels de la conférence, ou plutôt étaient, car en septembre prochain, lors de la prochaine réunion ministérielle, il y aura une nouvelle coprésidence. Et je suis fort heureux de voir que lors de la dernière conférence, nous avons atteint le consensus en la matière. Et pour vous expliquer un peu tout cela, l'Italie, l'Afrique du Sud, les missions permanentes de ces 2 pays ont travaillé de concert pour appuyer, bien sûr, tout d'abord le secrétaire exécutif dans ses efforts sans relâche et toutes les réalisations qui ont été effectuées pour élargir le groupe. Alors je ne vais pas répéter les chiffres, tout le monde les a répétés à l'envi, mais vous avez renforcé le nombre de signataires et de ratifications. C'était un excellent résultat. Mais il faut également dire que c'est également grâce à l'Italie et à l'Afrique du Sud qui se sont fort engagés par le biais de différentes démarches pour encourager ce genre d'élan. Et par le biais de vos visites, vous avez réussi à atteindre cet objectif. Le Soudan du Sud et la Somalie ont exprimé leur engagement de nouveau ce matin. Pour nous, il est donc très important qu'à la fin de cette période biannuelle de notre coprésidence, nous pouvons afficher de bons résultats. Nous en sommes très fiers. Ce que nous avons fait en tant que coprésident, ça peut être intéressant, eh bien nous avons réussi, puisque l'Italie est membre du G7, nous avons réussi à mettre un certain libellé dans le TIS par le biais d'une déclaration ministérielle du G7. C'était un succès. Nous l'avons fait pendant 2 années consécutives. L'année prochaine, l'Italie présidera le G7 et j'espère que ce sera fait sans que je sois à la coprésidence. Mais voilà, nous nous sommes fort engagés sur ce dossier en particulier pendant notre année de présidence du G7. Voilà, donc je vous épargne les chiffres qui ont été répétés avec bien plus de brio par les préopinants. Bien sûr, je l'ai dit, l'Italie est membre de l'Union européenne et nous avons toujours soutenu toute initiative de la part de l'Union européenne, initiative pour contribuer aux aspects politiques, mais également au programme, à l'amélioration technique, au projet à caractère technique. Le Conseil de l'Union européenne va, nous l'espérons, adopter la décision numéro 9 qui stipule qu'il pourrait y avoir des contributions volontaires supplémentaires avant la fin de l'année, et ce, à l'endroit de l'OTIS. Alors, un petit point, si vous me le permettez. L'argent que nous allons verser vient également de ces États membres. Donc ainsi, cela vient se rajouter aux contributions bilatérales. Nous appuyons, bien sûr, et nous en avons entendu beaucoup à parler de ce système de vérification, de surveillance et stations. C'est important, nous devons poursuivre ce fonctionnement et faire que ces stations continuent de fonctionner. L'Italie y contribue.
et nous sommes très actifs à cette fin. En guise de conclusion, je suis convaincue, et j'en arrive à la journée d'aujourd'hui, que cette conférence sur ces techniques, et avant de finir, j'aimerais vous féliciter pour cette conférence, c'est magnifique. Vous avez parlé du plafond qui ne nous était pas tombé sur la tête. Bon, tout est magnifique. Il y a des experts ici réunis dans cette salle magnifique. Donc, félicitations à l'Otis pour cette organisation couronnée de succès. Je suis donc convaincue que la conférence Sciences et Techniques permettra une contribution plus forte de l'Union européenne qui, à son tour, renforcera les liens de l'Otis avec la communauté scientifique. Alors j'en ai déjà parlé, le rôle de la communauté scientifique dans la recherche, dans tous les domaines importants pour l'Otis. Et on parle ici de technologies de pointe. S'agissant maintenant des applications civiles et la recherche rendue possible par ces applications, le renforcement des capacités, toutes ces activités que nous allons pousser encore davantage grâce à la présente réunion. Merci infiniment. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur Cortese. Sans aucun doute, les résultats ont été remarquables ces dernières années. 7 nouvelles ratifications, plus qui sont en cours. Vous avez mentionné l'article 14 et ce processus de l'article 14. Nous savons que cela suppose bien plus que la conférence biannuelle convoquée en vertu de l'article 14, qui a lieu à New York. Mais de par votre expérience, Monsieur l'ambassadeur, en tant que coordinateur, que peut-on faire pour progresser dans l'entrée en vigueur du traité? C'est une question assez difficile. Elle est très banale. On pourrait répondre de manière banale, mais une réponse trop banale, bon. Alors je vous dirais, en une phrase, un engagement politique accru. Alors, tout ce qui est technologie, bon, ce n'est pas de mon ressort, mais l'article 14 est très important pour ces raisons. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les 2 ans, cela rappelle à tous nos ministres, ils doivent intervenir sur ce dossier, donc ils doivent lire tous les documents dont ils sont saisis, et je pense que c'est donc très utile. Par exemple, le programme d'un ministre des Affaires étrangères. Alors, il y a de nombreux dossiers qui doivent être étudiés. Certains sont très pressants. Mais selon moi, étant donné mon expérience, lorsqu'on explique à un ministre ce qui se passe à l'Otis, avec le TIS, en tout cas en Italie, tout le monde est impressionné. Wow, c'est très important, allons-y, allons-y. Et la résolution, j'en ai parlé, c'est important. Et il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et je dois de nouveau saluer le secrétaire exécutif, M. Robert Floyd. Il est très actif et c'est exactement ce dont nous avons besoin, être actif, être connecté politiquement avec les différents pays, en particulier ces pays dont nous attendons un début de processus ou alors une finalisation de ce processus. Cela doit être fait également pour aider le secrétaire du point de vue bilatéral. Avec Robert, nous avons choisi certains pays sur lesquels il travaillait en particulier et nous avons fait des démarches au niveau bilatéral avec les capitales. Par exemple, le G7. Qu'avons-nous fait? C'est un groupe restreint, certes, mais important, néanmoins.
Les premiers ministres, le président, les ministres du G7 ont affiché leur engagement. Il s'agissait d'une petite phrase, mais très importante. Il s'agissait en fait de rappeler cet important instrument qui, comme je l'ai dit, est une des pierres angulaires, car il y en a bien d'autres, pour notre sécurité actuellement. On parle de la sécurité nucléaire. C'est donc capital, indispensable de la garantir, de la préserver, plus que d'autres sécurités, si je puis dire. Parce que c'est vital pour tous, pour la communauté internationale, pour l'ONU, pour tous. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur Cortese. Merci pour cet engagement personnel à cette cause louable d'entrée en vigueur du traité. J'aimerais maintenant me tourner vers Monsieur Bruno Lebray. Depuis 2021, Monsieur Lebray est le directeur du programme des matières nucléaires à l'Agence de l'énergie atomique de la France. Ingénieur de formation, il a eu plusieurs postes dans la division des applications militaires, donc fameux DAM, y compris la direction du laboratoire pour élaborer des explosifs d'armes nucléaires, mais également il a été à la tête de la division de l'ingénierie. Monsieur Lebray a contribué au développement de la détection des explosifs et des activités de caractérisation dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Il a également géré le projet EPUR. Monsieur Lebray, vous avez la parole. Bien, merci. Alors, bon, Madame, Messieurs, Mesdames les ambassadrices et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire exécutif, chers participants, ça va vous permettre de vous équiper de vos casques respectifs, parce qu'en guise de prolongation du panel précédent, je remercie aussi très chaleureusement l'organisation, outre le fait d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir m'exprimer également en français devant ce prestigieux auditoire. Alors, en guise d'illustration, mon intervention va concerner la suite logicielle NDC in the Box, donc qui est une suite logicielle conçue et développée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, donc le CEA, comme vous l'avez mentionné précédemment, et sa contribution à l'OTIS et à ses pays membres. Alors, à noter évidemment, puisque c'est le sujet du panel d'aujourd'hui, que cette contribution a été rendue possible grâce au soutien de l'Union européenne à travers différents projets de développement. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Alors déjà, rappelons que le CEA est un important contributeur à l'OTIS et ses activités en tant que centre national de données, avec des experts qui travaillent tous les jours pour analyser les données produites par l'IMS et ses stations. Alors, depuis le début, l'expérience française acquise au fil des années s'est attachée à soutenir le travail de l'OTIS, mais aussi, quelque part, de challenger notre méthode et nos outils de traitement de données avec celle du PTS, ce qui est un moyen à la fois de comparer nos approches respectives, mais également de conforter nos résultats. Alors, ceci posé, il est important aussi pour la France que tous les pays signataires aient confiance dans les travaux du PTS et puissent, le cas échéant, lorsqu'ils le souhaitent, analyser les données en autonomie. Donc, c'est ce qui a été déterminant dans le développement de cette suite logicielle, encore une fois, donc grâce au financement de l'Union européenne, donc depuis les travaux dans les laboratoires du CEA, jusque dans l'utilisation aujourd'hui de l'outil. Alors, des mises à jour et des évolutions, j'y reviendrai tout à l'heure, sont régulièrement nécessaires et qui plus est, il est important également de pouvoir offrir, et nous le faisons bien volontiers, la possibilité de formation pour tous les utilisateurs dans toutes les langues des Nations Unies. Donc, c'est grâce à des financements de l'Union européenne que de telles actions sont possibles, ou en tout cas peuvent être développées donc, au bénéfice de tous les États signataires. Bon, maintenant, un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est que cet outil, à quoi ça sert et comment on peut s'en servir? Je l'illustrerai avec quelques exemples dans la suite de mon propos.
Bon, donc c'est un outil numérique, vous l'avez compris, donc qui peut être utilisé aussi bien avec une certaine forme d'automatisme, je dirais, donc pour traiter les données de l'IMS et confirmer les analyses du PTS, mais il offre également la possibilité donc, de mener des analyses plus poussées sur un événement particulier, voire même dans un mode dit avancé, de permettre le traitement de toute donnée nationale, donc relevant évidemment des mêmes techniques de mesure que celles déployées dans l'IMS. Donc, comme je vous le disais à l'instant, donc je vais vous donner 3 exemples d'utilisation de cet outil dans des domaines très différents, donc relatifs aux différentes technologies de mesure. Donc, mon premier exemple va être relatif à l'analyse sismique. Je pense que tout le monde a en mémoire donc l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth en août de 2020. Alors, à cette occasion, le CEA a entrepris une étude pour estimer les paramètres sources, l'énergie à l'origine de cette explosion, donc sur la base d'analyses de formes d'ondes sismiques régionales. Les données provenant des stations sismiques de l'IMS ont évidemment été exploitées dans cet exercice. Alors, des analyses empiriques ou semi-empiriques ont été menées, ont été complétées par des modélisations 3D, donc qui ont permis d'affiner les résultats. Donc cette étude, bon, que je ne vais pas développer ici évidemment devant vous, illustre la contribution à la simulation et à l'analyse du terme source réalisée avec l'outil NDC in the Box. Mon deuxième exemple va concerner l'usage qu'on peut faire de l'analyse hydroacoustique. Donc cette fois-ci, je vais faire référence au tragique événement de novembre 2017 avec la disparition donc, du sous-marin San Juan de la marine argentine, donc, qui a disparu le 15 novembre 2017. Donc, cet événement a été détecté par 2 hydrophones de l'IMS, distants respectivement de 6 et 8 000 km du lieu de la disparition. Alors, l'utilisation de ces 2 sols donnés est faiblement contrainte, pour parler simplement, donc conduisent à de fortes incertitudes de localisation. Pour mieux interpréter les signaux, donc un tir de grenade de calibration a été réalisé par la marine argentine en décembre 2017, proche de la dernière position connue de ce sous-marin. Alors, en comparant les caractéristiques des 2 événements par analyse temporelle, spectrale, nous avons confirmé donc la nature impulsionnelle de l'événement et une analyse plus poussée par une méthode dite PMCC, Multi-Channel Correlation Method, et calculée par l'outil In the Box, a permis, en prenant compte de toutes les réflexions contributrices, à très sensiblement améliorer la précision de localisation et à réduire cette incertitude de localisation d'un facteur 100 par rapport à l'utilisation seule des 2 sources que je mentionnais tout à l'heure, avec une localisation estimée in fine à moins de 3,5 km donc de la localisation effective de l'événement. Enfin, donc, 3e et dernier exemple, l'analyse infrasonore, comme vous en doutez. Donc, cette fois-ci, c'est un travail qui est issu d'une collaboration autour toujours de l'outil NDC in the Box avec d'autres laboratoires, donc au sein d'un projet européen plus vaste, le projet ARISE, Atmospheric Dynamics Infrastructure in Europe, qui intègre les données infrasonores de l'IMS, de réseaux LIDAR et radar et satellitaires, donc pour une meilleure description de la dynamique atmosphérique. Alors, l'objectif est de mieux décrire les perturbations atmosphériques, notamment dans les basses couches de la thermosphère, donc pour des applications à la prévision météorologique à moyen terme et au modèle d'évolution climatique et de sécurité civile, par exemple pour la surveillance à distance donc des volcans et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Alors, les applications civiles visent donc, comme je le mentionnais juste au-dessus, donc la prévision météo avec une meilleure connaissance de la stratosphère et ce qui devrait permettre d'améliorer notre capacité de prévision à l'échelle de plusieurs semaines, le changement climatique et la sécurité civile, puisque la surveillance distante par infrason est particulièrement bien adaptée à la détection automatique d'éruptions volcaniques, avec, comme vous le savez également, un impact potentiel sur l'aviation civile majeure.
Alors, à noter aussi que les observables infrasons sont aussi pertinentes pour la surveillance des tempêtes, ouragans et météorites. Alors, en conclusion, j'espère, à défaut de vous avoir perdu, parce que j'espère pas vous avoir convaincu des bénéfices de cette suite logicielle. Alors, ce qu'il faut, in fine, retenir de tout ça, au-delà des exemples techniques que je vous ai mentionnés, c'est que bien que, et fort heureusement, nous sommes les premiers à nous en réjouir, il n'y a que très peu d'essais nucléaires à analyser, il est quand même primordial de permettre aux États signataires et à leurs experts de s'entraîner régulièrement. Et NDC in the Box est à cet égard un bon moyen de se maintenir à niveau au sein de la communauté internationale des experts. Nous avons également vu, et cette conférence SNT 2023 est un excellent forum pour cela, que nous pouvons tirer de multiples bénéfices du régime de vérification du traité d'interdiction complète des essais. Et grâce à cette NDC in the Box, chaque État qui le souhaite donc peut identifier et développer ses propres applications. Et évidemment, bon, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, et c'est l'objet de ce panel, en grande partie grâce à un financement extra-budgétaire de l'Union européenne. Ben voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lebret, pour votre intervention. And also Et merci également de nous avoir conduits dans ce voyage du passage de NDC in the Box à toutes les applications que l'on a aujourd'hui dans tous les centres de données nationaux sur la planète. Si vous me le permettez, puisque vous nous avez donné cette toile de fond de sa création, comment voyez-vous son évolution en matière de fonctionnement, d'efficacité? Et surtout, pensez-vous qu'il y a un rôle pour NDC in the Box avec l'initiative très importante qui a été lancée par le secrétaire exécutif NDC for All? Pour votre question. Alors, évidemment, il y a toujours des progrès à accomplir et des améliorations à apporter. J'espère vous en avoir convaincu par mon propos précédent. Clairement, nous sommes loin d'avoir exploité toutes les potentialités de l'outil et des développements sont entrepris chaque jour et le seront encore dans le futur. Cette conférence, et vous qui y assistez aujourd'hui, peut également être l'opportunité d'identifier d'autres applications civiles ou scientifiques qui pourraient bénéficier à NDC in the Box et réciproquement et voire à y être implantés. Alors, concernant l'initiative NDC for All que vous mentionnez, bon, on est vraiment, enfin, à mon sens, au cœur de la philosophie de l'outil NDC in the Box, qui est de pouvoir permettre à tous les centres nationaux de données d'être complètement impliqués dans l'exploitation des données produites par les stations de l'IMS. Et cet outil donc, permet à chaque État signataire qui n'utilise pas encore ou n'exploite pas complètement encore les données de l'IMS d'avoir une solution que je qualifierais de clé en main, accessible et directement opérationnel. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous suivrons de près cette évolution à l'avenir. Nous allons maintenant passer à Mme Takalani Tsele. Elle est actuellement directrice adjointe du département du commerce, de l'industrie et de la concurrence au secrétariat du Conseil de l'Afrique du Sud pour la non-prolifération des armes de destruction massive. Elle a un doctorat de physique et a été reconnue comme l'une des jeunes scientifiques exceptionnelles menant des recherches en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, elle a reçu le prix de l'UNESCO des femmes dans les sciences. Madame Tsele, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et vous avez la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le STP pour son invitation à vous faire part de mon expérience sur le projet pilote. Travailler pour l'Autorité nationale d'Afrique du Sud, qui est le secrétariat à la non-prolifération et qui est responsable des questions et obligations liées à la mise en œuvre du TIS,
donc mon activité aujourd'hui. Le projet pilote financé par l'Union européenne permet la participation de pays en développement à participer à des réunions du groupe de travail B. Et j'ai donc eu l'occasion de participer à la 54e session du groupe de travail B en 2020 pour la première fois. Ce projet pilote vise à permettre la participation d'experts techniques venus de pays en développement aux travaux menés par la Commission. En général, le STP invite tous les États signataires qui sont des pays en développement à désigner des experts techniques disposant de la qualification et de l'expérience nécessaires pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien par le biais de ce projet. Ce soutien aux experts n'est soumis qu'à la disponibilité de financement suffisant par le biais de contributions volontaires. Les experts désignés peuvent participer aux 2 sessions du groupe de travail B qui, en général, se tiennent en mars et en août de chaque année. J'ai pu bénéficier de billets d'avion aller-retour, de logement, d'indemnités journalières et d'assurance santé. Et je remercie le STP d'avoir lancé ce projet qui m'a aidé. Cela m'a permis de mieux comprendre le traité et ses exigences. Les réunions techniques s'appuient sur les technologies, les formations qui sont disponibles pour les experts techniques, autant de richesses pour nous. Par le biais des réunions d'information technique et au cours des discussions qui portent sur le système de surveillance internationale, le Centre international de données et les inspections sur place, j'ai ainsi pu beaucoup mieux comprendre le régime de vérification de l'organisation. Grâce à tout le travail très positif mené par l'OTIS, j'ai également pu en apprendre plus sur les stations qui sont installées, sur leur mise à niveau et sur la création des laboratoires, ainsi que des moyens d'authentification des données. J'ai également pu comprendre comment l'Afrique du Sud peut bénéficier d'applications civiles et scientifiques de données formes d'ondes qui sont tirées du système de surveillance internationale. Ceci m'a aidé dans ma contribution qui a été adoptée par le Centre national de données, par les centres nationaux de données qui montrent comment mon pays peut bénéficier d'applications scientifiques et civiles des données de forme d'onde. Au cours des réunions du groupe de travail B, j'ai rencontré des collègues de notre mission permanente à Vienne, mais également des membres du secrétariat technique provisoire. Ce fut l'occasion de discuter des difficultés en lien avec les stations radionucléides que nous sommes en train d'installer ou de suivre la proposition d'installation de ces stations de radionucléides qui avait été déposée par notre institution. Et le STP nous a guidés dans ce processus qui doit être suivi. Notre institution s'occupe à l'heure actuelle du processus d'achat des moyens de la station RN62 pour acquérir le matériel nécessaire. La station AS47 fait également l'objet de débats pour bénéficier d'un sismologue à titre gracieux. Nous avons par ailleurs 2 stations sismiques auxiliaires qui sont abritées en Afrique du Sud et nous discutons d'accès à des rapports précédents de ces stations. Donc, après la réunion du groupe B, j'ai organisé des réunions avec les laboratoires et les institutions qui abritent les stations afin de leur faire rapport sur la teneur des débats au sein du groupe B. Et je leur ai transmis les suggestions ou les conseils qui ont été fournis par le STP. J'ai également fourni des informations sur les activités postérieures à la certification des stations et les scientifiques qui travaillent dans le laboratoire comprennent mieux maintenant les attentes pour ce qui est d'analyser les échantillons qui leur sont transmis. Le laboratoire radionucléide reçoit des échantillons de différentes stations radionucléides pour analyse. J'ai également
discuté avec les représentants des douanes pour aider à accélérer le dédouanement de ces échantillons afin que les scientifiques puissent faire de meilleures analyses et puissent plus rapidement faire rapport. Dans le cadre des réunions du groupe B, j'ai également participé aux réunions du groupe régional, le groupe africain, pour discuter de problèmes communs et de la manière dont les pays africains pouvaient surmonter ces difficultés et pour étudier différentes propositions. J'ai également participé à une réunion bilatérale avec la délégation allemande pour discuter d'échanges d'informations sur les stations auxiliaires qui sont accueillies dans mon pays. Nous avons également parlé de la gestion de la maintenance et de la gestion de ces stations auxiliaires et de la possibilité de signer un accord de collaboration. Il y a des formations liées à l'OTIS dont j'ai informé les experts dans mon pays afin qu'ils puissent se porter candidats. Et j'ai pu en apprendre plus sur ces formations pendant la session du groupe B. Le financement de l'Union européenne est très apprécié. Cela m'a permis de gagner l'expérience dont j'avais besoin pour aider notre autorité nationale et pour mieux comprendre le traité et la manière dont le TIS et les activités qui lui sont liées fonctionnent. J'encourage donc les États signataires, qui sont des pays en développement, à désigner des experts, notamment des jeunes et des femmes, afin qu'elles puissent bénéficier aux universités, institutions ou laboratoires dans lesquels elles travaillent et pour qu'elles puissent participer aux sessions des organes subsidiaires de la commission préparatoire. Il y a désormais un groupe d'experts d'appui technique qui s'est constitué, qui montre bien le caractère universel de la commission préparatoire. Il permet de renforcer les capacités des pays en développement pour associer un plus grand nombre d'experts de ces pays aux travaux de l'OTIS et pour renforcer les capacités d'experts sur les technologies de vérification de l'OTIS et sur les applications civiles et scientifiques. J'ai moi-même bénéficié du fonds de l'Union européenne. Vous pouvez en bénéficier vous aussi. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Tchele, de nous avoir fait part de votre histoire. Je suis sûr qu'elle sera source d'inspiration pour de nombreuses jeunes femmes qui écoutent ces discussions et qui se spécialisent dans les matières dites STEM. Vous avez parlé du programme d'appui d'experts. L'OTIS a récemment lancé un programme de mentorat pour les jeunes femmes dans ces matières STEM. Comment pensez-vous que l'on puisse mieux sensibiliser à ce type de projet, à ce type de possibilités ? Comment est-ce que nous pouvons attirer plus de femmes vers ces matières, et notamment dans la région africaine? Merci pour cette question. Je vais commencer avec la manière d'attirer les femmes vers les matières STEM. Il y a des politiques et des programmes dans mon pays qui se concentrent spécifiquement sur les femmes. Le gouvernement est très attaché à l'autonomisation des femmes et à la parité. Donc attirer des femmes vers les matières STEM en Afrique du Sud exige une approche multiple qui promeuve l'inclusivité et touche plusieurs domaines. Je vais vous faire part de certains éléments de cette stratégie qui vise à attirer des femmes vers les matières STEM et à sensibiliser aux possibilités qui existent. On encourage une exposition précoce afin de promouvoir des activités entourant les matières STEM dès le plus jeune âge, à l'école, mais également dans les communautés. On peut encourager donc des filles à participer à des forums scientifiques ou à d'autres activités afin de susciter leur intérêt pour ces matières. Il y a également le programme de mentorat ou des modèles, donc des femmes qui travaillent déjà dans les domaines scientifiques et qui peuvent inspirer des jeunes filles. Il y a des programmes de tutorat également qui permettent de guider des étudiantes dans leurs premiers pas dans la profession. Et
les mentors peuvent fournir des conseils et apporter un soutien à ces jeunes femmes. Dans l'industrie, nous avons des partenariats également qui nous permettent de collaborer avec des entreprises pour créer des programmes de bourse ou de stage, de parrainage. Nous pouvons également mieux promouvoir les réalisations des femmes dans la matière STEM par les médias, par exemple, afin que cela puisse venir inspirer d'autres filles. La sensibilisation auprès des communautés peut également aider dans les communautés locales pour que l'on touche les plus jeunes filles grâce à des ateliers et d'autres types de manifestations qui sont organisées localement. La sensibilisation à des programmes tels que projet pilote est utile. Nous avons profité de la visite de représentants du secrétariat dans un laboratoire pour présenter les activités de l'OTIS et les opportunités qui s'offraient aux jeunes. La collaboration avec le STP est tout à fait nécessaire pour que l'on poursuive cette sensibilisation et pour que les femmes dans les matières STEM puissent en savoir plus sur les projets qui sont menés, comme le projet pilote, avec ce financement offert par l'Union européenne pour participer aux travaux de l'OTIS. Cela permettra aux jeunes femmes de savoir comment se porter candidate et comment bénéficier de ce système. Et je suis très heureuse que l'OTIS ait lancé le programme de mentorat du groupe des jeunes de l'OTIS pour les femmes dans les matières STEM. Voilà qui permettra, je l'espère, d'attirer plus de jeunes filles pour susciter leur intérêt pour ces matières, ce qui leur ouvrira des possibilités pour l'avenir. Mais nous devons continuer de plaider également dans nos propres pays et encourager des jeunes et des femmes en particulier à participer aux activités et aux formations de l'OTIS. Ainsi, nous pourrons organiser des programmes de sensibilisation dans nos pays respectifs qui ciblent la promotion des femmes dans les matières STEM. Cela peut être des ateliers, des conférences ou des tables rondes comme celle-ci qui permettent de mettre en avant les bénéfices et les possibilités de carrière dans ces domaines. La collaboration avec des écoles et des universités peut être ici être très utile. Il peut s'agir de programmes de sensibilisation qui mettent en avant l'importance d'une formation au STEM et qui présentent des possibilités de carrière dans ces matières. Il peut y avoir des conférences, des ateliers, des visites dans les entreprises qui peuvent exposer les jeunes filles aux applications réelles de ces matières STEM. L'on peut également utiliser notre plateforme en ligne ou d'autres types de ressources pour la sensibilisation. Une plateforme en ligne permet de rassembler des histoires qui se sont bien terminées pour susciter l'intérêt aux matières STEM. Cela peut se faire par le biais d'un site internet, des réseaux sociaux ou de diverses communautés en ligne auxquelles les femmes peuvent se connecter, soit pour faire part de l'expérience, soit pour demander conseil. En mettant en œuvre ce type de stratégie, nous pouvons sensibiliser les femmes aux projets STEM et aux possibilités qui s'offrent à elles, et nous pouvons encourager leur participation et ouvrir la voie à une plus grande représentation des femmes dans ces domaines. Je vous remercie. Merci beaucoup. Notre prochaine intervenante est Madame Sundari Retnoasi. Elle est responsable des garanties nucléaires à l'Agence nationale de recherche et d'innovation de l'Indonésie. Elle a terminé le programme linéaire 2022-2025 de l'OTIS pour les inspecteurs suppléants. Elle a participé au programme de mentorat des femmes dans les STEM en 2022. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, Madame Retnoasi. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir au cours de cette table ronde pour faire part de mon expérience personnelle. Moi qui me suis lancé sur la voie des inspections sur place au sein de l'OTIS. Les inspections sur place sont le moyen ultime de vérification du TIS.
Il s'agit pour l'OTIS de développer le régime ISP. Et pour cela, il faut une formation continue, permanente, pour être certain de disposer des capacités nécessaires. Il faut procéder à des exercices sur le terrain également, propres aux ISP. À titre personnel, moi qui ai participé à des activités entourant les ISP au sein de l'OTIS, à commencer par le programme de mentorat des jeunes, coordonné par le point focal pour la parité à l'OTIS en 2022, dont j'ai donc pu bénéficier d'un effort de promotion de la participation des femmes en matière STEM. Nous avons pu bénéficier de beaucoup, et moi j'ai notamment pu apprendre ce qu'étaient les inspections sur place pour l'OTIS. Auparavant, je connaissais plutôt les inspections dans le cadre de l'application des garanties de l'AIEA. Mon mentor vient de la section formation de la division ISP et elle m'a fourni beaucoup d'explications. Elle m'a fait de brèves introductions sur les inspections sur place à l'OTIS. Et le moment a été parfait parce que le programme de mentorat de l'OTIS s'était tenu quelques mois avant les cours d'introduction aux ISP. Donc ça m'a encouragé à me porter candidate à ce cours. Avec le soutien de la mission permanente de l'Indonésie, je me suis porté candidate pour le cours d'introduction régionale en Thaïlande. J'ai été choisi. Et c'était donc le premier pas sur la voie de la formation d'inspecteurs suppléants. Il ne s'agit pas seulement d'une activité de promotion régionale, mais également une partie du programme linéaire de formation de la prochaine génération d'inspecteurs. À l'échelle, dans ce cours régional introductif en Thaïlande, j'ai donc beaucoup appris sur les ISP, sur le concept, la procédure, les techniques, et nous avons procédé à des exercices en équipe sur le terrain. Le STP de l'OTIS essaie également a essayé de nous montrer les techniques et les procédures qu'il fallait pouvoir appliquer en tant qu'inspecteur lors d'une inspection sur place. L'on a également encouragé les participants, notamment d'Asie-Pacifique, l'Asie du Sud-Est, à se porter candidat par le biais de leur mission permanente pour rejoindre le programme de mentorat. L'organisation pour laquelle je travaille, qui est l'Agence de recherche et d'innovation nationale de l'Indonésie, et avec le soutien de la mission permanente de l'Indonésie, nous avons décidé de présenter ma candidature pour le LTP en 2023. Étant donné que j'ai participé au cours introductif régional et que ma candidature a été proposée par l'Indonésie, j'ai été invité au cours suivant, un cours d'appui aux ISP, qui s'est tenu en Slovaquie. Pendant ce cours IFOS, donc, d'appui aux opérations sur le terrain, j'ai appris beaucoup plus de détails sur la base des opérations pour les inspecteurs. Nous avons travaillé à préparer tout le matériel qui serait nécessaire pour aider les inspecteurs lors de leur déploiement et nous sommes restés en contact également avec les inspecteurs suppléants pendant leur déploiement. Et lorsqu'ils revenaient de leur déploiement sur le terrain, à la base d'opération, nous avons également débriefé avec eux. Donc, tous ces cours auxquels j'ai pu participer ont bénéficié d'un soutien de la part de l'Union européenne, pour lequel je suis extrêmement reconnaissante. Au cours des cycles précédents de formation, je dois également dire que l'Indonésie n'avait pas présenté de candidat pour cette formation d'inspecteur suppléant. Donc après avoir participé à ces cours, nous avons en Indonésie essayé d'être proactifs pour participer aux activités liées aux ISP. Au plan régional, je voudrais ajouter que je suis assez convaincu qu'avec le soutien de l'Union européenne, nous allons pouvoir largement améliorer
le matériel nécessaire pour les inspections sur place et nous doter des compétences nécessaires pour devenir de véritables inspecteurs. Petit élément d'information supplémentaire dont je voudrais vous faire part, pour celles et ceux qui sont présents ici. Au premier étage, il y a un hélicoptère qui est montré. Vous pouvez y aller et vous entendrez beaucoup d'informations sur la manière dont une inspection sur place collecte des informations. Il y a différentes démonstrations qui peuvent vous être faites. Vous avez un simulateur de l'hélicoptère. Comment est-ce qu'on procède à des opérations, à des observations visuelles lors d'une inspection sur place, par exemple. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Retnoassi, de nous avoir fait part de votre expérience personnelle et de votre période de formation. Étant donné que le temps passe, je vous propose de passer à notre expert suivant. Et si nous avons le temps, nous reviendrons à quelques questions, car j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Mais je vous propose de passer à la présentation de Monsieur Ricardo Lopez. Il est ingénieur électronicien et, à l'heure actuelle, opérateur de la station sismique auxiliaire AS-118 à Puerto de la Cruz, au Venezuela. Il a commencé sa carrière à la Fondation vénézuélienne pour la recherche sismologique et a participé activement à la mise au point du réseau sismologique national du Venezuela. L'Union européenne a fourni un financement pour réparer les stations sismiques du SSI et M. Lopez va nous en dire plus à ce sujet. Vous avez la parole. Thank you, Elena. Merci, Elena. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous ceux qui sont présents dans cette salle extraordinaire. Cher secrétaire exécutif, le but de mon intervention d'aujourd'hui, c'est de présenter notre travail à la station de surveillance auxiliaire de Puerto de la Cruz au Venezuela. Cette station auxiliaire fait partie du système de surveillance internationale de l'OTIS et a contribué grandement au système de surveillance locale et régionale. Vous le savez, ces stations de surveillance sismologique font partie du SSI, une partie intégrante. Elles permettent de détecter les événements sismologiques qui permettent donc une détection par le réseau, également tout ce qui a trait au système auxiliaire et pour venir apporter des données au système de surveillance internationale. Ils permettent de discriminer les événements générés par des explosions nucléaires d'autres événements. La station de Puerto de la Cruz est une station à 3 canaux et est certifiée en 2004. Elle joue un rôle important dans ce système de surveillance, dans le système national, au niveau régional également. Un exemple, le site de Puerto de la Cruz fournit des données pendant l'essai nucléaire de la République populaire de Corée en 2009. J'ai commencé à travailler à cette station en 2004. À l'époque, cette station avait été construite et avait été certifiée. Ça a été pour moi une expérience formidable. Certains peuvent dire qu'il s'agit là d'une expérience unique. J'ai eu maintes occasions d'améliorer mes compétences en matière de surveillance, en matière d'équipe, de travail d'équipe, d'ingénierie. En tant qu'opérateur de station, j'ai eu l'occasion d'apprendre différentes techniques. Par exemple, comment installer des capteurs, comment installer un courant alternatif hybride et comment installer
une communication à données double, ce qui veut dire que les données générées dans cette station sont transmises au Centre international de données par le biais de l'infrastructure mondiale des télécommunications. En parallèle, ces stations envoient des données au réseau national vénézuélien. Selon moi, des choses ont changé. On voit les choses de meilleure manière. Qu'est-ce que je veux vous dire? Eh bien, quelquefois, la station au Venezuela, le réseau, a été développé en 2004. Et il s'est agi d'un exemple pour les autres sites par rapport à ce que nous avions à l'époque. Il s'est agi donc d'améliorer nos données, de renforcer la qualité, de l'efficience de nos opérations, d'avoir une meilleure documentation, un meilleur inventeur. Le SSI nous a montré la voie à suivre. En outre, quels que soient les efforts, la patience que vous affichez, il arrive ce moment où il y a un problème fonctionnel. Et quelquefois, la solution est difficile et on ne peut pas résoudre ce problème seul parce qu'il y a des raisons techniques, mais également d'autres raisons qui entrent en jeu. Et à un moment, le matériel de la station doit être maintenu et doit être maintenu à niveau et remis à niveau. Et c'est là où l'Union européenne est entrée en jeu. Pour la station de Puerto La Cruz, nous parlons ici d'une vingtaine d'années de fonctionnement. Et sans cet appui financier de l'Union européenne, par le biais également de l'OTIS, la coopération du personnel de l'OTIS, eh bien, ces problèmes n'auraient pas été résolus et il n'y aurait toujours pas de solution aujourd'hui. Premier exemple. S'agissant du système de sauvegarde, de backup du système. Donc il fallait approvisionnement direct, renforcement de l'autonomie de notre système. Nous utilisons le courant alternatif principalement à partir de 110 volts. Et nous avons éliminé une partie de ce courant et nous avons utilisé un circuit électrique qui a été installé. Ainsi, nous avons pu permettre le fonctionnement de la station et arriver à avoir moins d'interruptions, de coupures du courant. Deuxième exemple. Le processus de remise à niveau sur lequel nous travaillons actuellement. Un nouveau capteur sera installé pour remplacer le précédent. Nous avons pu donc travailler à partir de 2019, au moment où nous avons procédé à un examen de la qualité des données. Et cela a pris du temps pour trouver le financement, l'ingénierie, l'accord qui a permis de remplacer ce capteur. N'oublions pas non plus ce temps où frappait la pandémie et où les décisions étaient bloquées à différents niveaux. Les barrières étaient en mauvais état. Un nouveau système de courant alternatif, un nouveau système d'énergie, par le biais de panneaux solaires, sera installé. Cela permettra à la station d'avoir plus d'autonomie et de souffrir moins de coupures ou d'interruptions. Toutes ces actions se feront entre juillet et septembre 2023.
En guise de conclusion, en tant qu'opérateur de station, eh bien, j'ai pu en apprendre davantage sur la méthodologie, la maintenance des stations. Et j'ai pu donc appliquer toutes ces techniques à la station vénézuélienne. C'est une grande contribution. Cela a permis d'améliorer nos connaissances s'agissant du système sismologique du pays, et cela a également permis de contribuer à l'effort international pour lutter contre les explosions expérimentales d'armes nucléaires à l'échelle internationale. Grâce au financement de l'Union européenne, par le biais de l'OTIS et l'appui continu de l'OTIS et de son personnel, nous pourrons continuer d'appliquer le traité jusqu'au moment où nous pourrons finir ce que nous avons commencé. Merci infiniment. Thank you very much, Mr. Lopez. Merci infiniment, Monsieur Lopez, pour ces remarques qui ont abordé le caractère essentiel de l'infrastructure et du système. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à notre table ronde. C'était un honneur, et c'est un honneur d'avoir parmi nous le secrétaire exécutif, Monsieur Robert Floyd, que j'invite à nous rejoindre ici, sur scène, pour ses remarques de clôture. Okay. Thank you so much. Merci infiniment. Une table ronde des plus remarquables. Voilà une très belle manière de finir cette séance de l'après-midi, et je voulais tout simplement vous dire quelques petites choses. L'Union européenne est un partenaire plein et entier de l'OTIS et du TIS. Nous avons entendu bon nombre d'exemples de comment cela a été concrétisé. Au niveau politique, l'Union européenne est un fervent partisan. Lorsque nous partageons cette vision d'atteindre certains États pour les encourager à ratifier le traité, pour les encourager à signer et ratifier le traité, eh bien, nous constatons là cette grande puissance d'être ensemble en tant qu'ambassadeurs de différents pays. Et je dois dire que cela n'est pas limité à l'Union européenne, mais les ambassadeurs des différents pays qui mènent leur pays et qui disent « Ah, mais oui, je connais ce Premier ministre ou ce ministre des Affaires étrangères ». Et je dis « Oui, eh bien, voilà, on va l'appeler ». L'année dernière, lors de l'Assemblée générale et du segment de haut niveau, j'ai rencontré plusieurs dirigeants. Et j'ai dit oui, je connais le ministre des Affaires étrangères de cet autre pays. Très bien, très bien. Vous aurez un petit discours et des points à aborder d'ici à demain matin pour que vous puissiez l'appeler. Et voilà, le ministre en question était déjà au courant de ce que nous allions parler. Bon. Vous avez fait un travail d'excellente facture, vous, Monsieur l'ambassadeur Cortés, ainsi que votre coprésident, s'agissant de cette conférence convoquée à l'article 14. Le NDC in a box, la technologie appuyée par l'Union européenne, développée en France, et la grande question sur comment ne pas insérer cela? Eh bien, c'est déjà inséré. Les systèmes de renforcement des capacités sont placés entre les mains des États. Alors, ça peut être de petits États, des États en développement, mais qui vont avoir cette possibilité d'avoir accès aux données, d'analyser les données pour toutes les fins abordées, mentionnées par Bruno. Voilà, ça, c'est la puissance d'être ensemble. Vous voyez là tout le profit qu'on peut tirer de ce traité entre les mains de tous les États, qu'ils soient grands ou petits. L'Union européenne a toujours été là, solide à nos côtés. Autre domaine où l'Union européenne a sans aucun doute financé, quelques 30 millions d'euros ont été fournis par l'Union européenne. Un des domaines
Alors, certains peuvent ne pas le comprendre. Quand on parle de stations du réseau auxiliaire de surveillance sismologique, eh bien, on peut trouver dégager beaucoup de fonds au titre du budget ordinaire. Mais qui sort du bois? Qui fournit des fonds supplémentaires? Parce que beaucoup des pays en développement accueillent ce genre de stations auxiliaires. Eh bien, c'est l'Union européenne qui vient vous appuyer, va appuyer d'autres États. Et c'est une chose merveilleuse. Voilà encore cette puissance d'être ensemble. Et mon dernier point, si vous me le permettez. Et c'est merveilleux, mesdames, de vous entendre prendre la parole. L'Union européenne qui vous a permis d'avoir ces expériences auxquelles je suis très attachée. Nous avons ce programme d'experts techniques, d'appui aux experts. Les femmes dans le domaine d'estime qui participent à ces réunions, qu'il s'agisse du programme de mentorat ou quel que soit le type de programme, il s'agit de donner des possibilités à des personnes, à des femmes de devenir inspectrices suppléantes. Et quelle joie de voir des jeunes femmes dans les sciences, dans les mathématiques, dans l'ingénierie, dans les techniques. Elles ont ainsi la possibilité de renforcer leurs compétences, de devenir très concurrentielles, de devenir des candidates pour notre organisation. C'est formidable et il s'agit encore de cette puissance d'être ensemble. Et dernière chose, Elena, nous allons avoir une réception après cette séance. Et c'est l'Union européenne qui parraine cette réception parce qu'ils se sont engagés à ce que nous soyons ensemble. Alors, pour l'Union européenne, un tonnerre d'applaudissements pour leur appui. Merci infiniment. Thank you very much. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire exécutif, pour votre vision et pour ce message tourné vers l'avenir et très fort. Eh bien, j'aimerais maintenant exprimer notre gratitude à nos intervenants distingués. Nous espérons que vous avez tous profité du débat autant que nous. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine conférence Sciences et Techniques. Et vous êtes tous maintenant invités à nous rejoindre à l'extérieur dans le foyer pour la réception afin de célébrer ensemble ce partenariat Union européenne-Otis. Merci infiniment.